Bonsoir. Bonsoir. Donc je le disais, vous êtes pas seulement blogueur chez Mediapart, mais surtout militant chez Solidaire, membre de la grande famille de l'éducation nationale par ailleurs. Et puis Karel Lyon, chercheur, donc sociologue, vous êtes spécialiste des questions syndicales. Et c'est donc à ce titre qu'on vous a réunis ce soir. Déjà, pour vous deux, et peut-être d'abord pour vous, Théo Roumier, que penser de ce que vient de dire votre collègue, du coup, syndical Bruno Poncet sur Sudrail? Ils ont mandat pour un mouvement dur. Est-ce que c'est la tonalité, selon vous, du mouvement du 22 ou est-ce qu'on est sur une fraction très particulière là, du mouvement social? Et est-ce que voilà, cette tonalité un peu offensive se retrouve dans le reste des cortèges ou des mobilisations? Ça, on le mesurera le 22. Hein. Mais par contre, mon camarade de Sudrail, quand il a dit qu'ils avaient mandat pour un mouvement dur, je pense que ce qui est clair, c'est que chez les cheminots, en tout cas, les échos qu'on a, qui montent, y compris dans les structures interprofessionnelles de Solidaire, les structures départementales, les structures locales, c'est que oui, il y a beaucoup de cheminots là qui sont quand même, qui sentent venir une attaque vraiment majeure contre le service public ferroviaire, contre leur statut, et contre leur statut, il l'a très bien expliqué Bruno, contre leurs conditions de travail en fait. Et les conditions de travail, c'est aussi les conditions de transport des usagers derrière. Donc ça ils en sont tout à fait conscients. Il y avait, je crois, un sondage interne qui était sorti, qui disait que 93% des salariés de la SNCF étaient prêts, effectivement, à aller à la grève. Et y compris, même, on note des désobéissances aussi du côté de l'encadrement, ce qui est chose relativement rare, avec des cadres qui disent on ne fera pas rouler les trains si ça part. Donc, oui, je pense qu'ils ont un mandat dur. Après, comme il l'a dit aussi, ça va reposer sur les assemblées générales de grévistes. Moi, depuis le temps que j'entends parler les camarades de casse de la SNCF, de casse du statut, de privatisation, avec tous les exemples qu'on a, les accidents qu'on a eus, je crois que pour beaucoup, ils ont le sentiment d'être dos au mur. Je crois que c'est le moment de se battre et que c'est le moment d'y aller et que la combativité, elle est là. Est-ce qu'elle est là partout? Est-ce qu'elle est là dans tous les secteurs? Côté fonction publique, on avait vu une grève importante en septembre. On verra si là, à nouveau, on aura le même type de mouvement. Bon, voilà, c'est... Alors, Karel, on ne vous demande pas de faire du sondage, ce n'est pas du tout le principe de la maison, mais vous avez quand même des antennes aussi dans le monde syndical. Comment vous sentez-vous, déjà pour commencer, la journée du 22? Est-ce que, même question, est-ce qu'on est sur une montée un peu en puissance? Je pense que beaucoup de syndicalistes aimeraient que cette journée soit l'occasion du lancement d'une grande mobilisation. Je pense que du côté de la CGT, notamment à l'occasion de son dernier comité confédéral national, elle avait appelé à ce qu'il y ait une sorte de convergence interprofessionnelle autour de ces échéances du mois de mars. Simplement, il me semble que c'est très difficile effectivement de prévoir quoi que ce soit, surtout dans un contexte où on a fait face à deux périodes de mobilisation contre la loi travail tout au long de l'année 2016, surtout au printemps 2016, et puis à la rentrée 2017 contre les ordonnances Pénicaud, qui se sont soldées par globalement un échec, même s'il y a eu des victoires sectorielles. Donc ça, je pense que ça pèse aussi beaucoup sur les esprits, et que même s'il y a énormément d'insatisfaction dans la fonction publique, en matière notamment de gel des rémunérations, dans l'enseignement supérieur et dans le secondaire autour de la réforme du bac et de l'accès à l'université, ça reste très difficile de prévoir le niveau de mobilisation auquel on peut s'attendre. Alors, Fabien Scalona, tu nous as à nouveau rejoint sur le plateau de Mediapart et je m'excuse de t'avoir un peu snobé. Il y a un précédent quand même, il y a quelque chose qui flotte là autour de cette mobilisation du 22. C'était une question qu'on voulait vous poser. Il y a un espoir ou un spectre, c'est selon, qui flotte un peu sur la SNCF et la mobilisation qui s'annonce. C'est 1995 et on va regarder ensemble un extrait d'un journal télévisé de l'époque. Une nouvelle
fois cet après-midi à Rennes, ce sont les cheminots qui ouvrent le défilé. 7000 personnes environ y ont participé. Les organisateurs annonçaient 10 000 manifestants dans les rues. La police a chiffré leur nombre à 2000. Tous avaient un seul et même mot d'ordre, le retrait du plan Juppé et sa démission. Organisé par la CGT-FO, la FSU et le Sud PTT, le rassemblement d'aujourd'hui devait permettre aux salariés du privé de se joindre au mouvement. Voilà, alors, j'allais dire, il y a presque, je parlais d'un espoir ou d'un spectre de... Il y a un autre spectre qui flotte, c'est celui d'une date moins connue en France, 84, c'est le moment où Thatcher brise la grève des mineurs en Grande-Bretagne et ça marque une défaite très lourde du mouvement ouvrier et surtout une défaite durable. Voilà, donc dans ce diagnostic général qu'on fait en ouverture, est-ce que entre ces deux pôles, à votre avis, où on se situe dans l'état actuel des forces sociales en présence, si j'ose dire? Alors, bon, il y a des contextes vraiment différents. 84, c'est d'abord, des images. Ouais, voilà, c'est quand même les mineurs britanniques, c'est une autre industrie. 95, c'est aussi, c'est pas une grève que de cheminots, par ailleurs. C'est une grève contre le plan Juppé. Moi, je rappellerai qu'il y a eu en France, pour le coup, il y a quelque chose entre 84 et 95. C'est les grèves de 86-87, les grèves avec coordination, pour le coup, des cheminots, des infirmières, à Air France, les étudiants contre le plan de Vaquet. Peut-être que c'est de ce côté-là qu'il faut regarder. Peut-être que justement, le modèle de 95 du grand mouvement d'ensemble, où il faut qu'on cherche absolument la revendication qui va tous nous rassembler, peut-être qu'en ce moment, on mesure qu'on a un peu de mal à le tenir. C'est-à-dire que oui, il y a eu 2003, il y a eu 2010, il y a eu 2016 et 2017. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on n'arrive pas à rééditer l'opération. Alors peut-être que rééditer l'opération, il y avait quelque chose là-dedans qui était la question de la grève par procuration, qui n'est peut-être pas un modèle stratégique opérant, en fait, et qu'il faut peut-être réinterroger. Est-ce que c'était une alchimie liée à un contexte très particulier ou est-ce que c'est devenu obsolète? Comment vous l'analysez? Alors, je pense que de toute façon, ce n'est pas le même salariat, ce n'est pas les mêmes conditions de travail, ce n'est pas les mêmes situations d'emploi, ce n'est pas le même taux de chômage, ça ne pèse pas de la même manière sur les salariés. Ce n'est pas non plus les mêmes générations militantes. Voilà, ça c'est important. Les générations militantes de 86, de 95, elles ont commencé à militer dans les années 70. Ça compte. Et il n'y a pas que ces générations militantes-là. Il y a aussi toutes les générations de gens qui, autour, ont été éduqués, qu'on construit aussi des résistances collectives pendant des années et des années. 86, 95, ça ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Ça tombe après des années et des années de pratiques syndicales, où, y compris, la CFDT, ça avait été une CFDT autogestionnaire, avec justement des pratiques assembléistes très fortes, et une habitude de l'auto-organisation, pour le coup, qu'on a peut-être un peu perdu. Et là, pour le coup, il y a quelque chose aussi à réfléchir. De la même manière que sur les questions des équipes militantes, moi, je note que ça fait quand même quelques temps maintenant qu'on n'a pas eu de mouvement de jeunesse aussi fort dans l'Hexagone, qui est pourtant un lieu d'éducation politique et sociale important pour des gens qui ensuite prennent l'habitude de se mobiliser, de mobiliser les autres, d'avoir le sens et le goût de l'action collective. Et donc là, peut-être d'ailleurs qu'autour de Parcoursup, on verra, ça semble difficile, mais il y a quand même des endroits où on voit des choses qui sont en train de se passer. Peut-être qu'on aura un beau mois de mars, peut-être qu'on aura un beau mois d'avril, un beau mois de mai. On fête les 50 ans de 68, ça avait commencé un 22 mars, et puis 10 millions de grévistes au bout du compte quand même, quoi. Donc on n'en est peut-être pas là. Je ne dirais pas qu'on aura 10 millions de grévistes en juin, mais par contre, il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'il y a des interrogations à avoir là aujourd'hui, de là où on en est. Et c'est pour ça qu'il faut se défier des modèles. Je pense qu'il faut sortir des modèles aujourd'hui dans le syndicalisme. Il faut réfléchir d'où on en est, comment on arrive à mieux s'organiser pour créer de l'action collective, pour donner confiance aux gens, aux gens, aux salariés, aux travailleurs et aux travailleuses, pour qu'effectivement, elles et ils aient envie d'y aller, quoi. Ça, c'est fondamental aujourd'hui. Carrel-Lyon, vous partagez ce point de vue? Oui, non, je rejoins. 95, je rajouterais, c'est aussi un mouvement étudiant d'ailleurs, qui se développe à ce moment-là. Je pense que ça peut être intéressant de réfléchir à l'analogie avec 84, et à condition d'en voir tout de suite les limites. C'est-à-dire que dans le contexte britannique, dans le contexte anglo-saxon plus largement, comme Reagan avec les aiguilleurs du ciel, on est dans un système politique où on a une espèce de confrontation directe, radicale et totale entre le pouvoir politique et le pouvoir syndical. Avec ces dates qui apparaissent comme des espèces
espèce de point de bascule dans l'état des rapports de force. On est en 2018, donc il s'est passé du temps depuis 79, 80, 84, et ces points de bascule qui signalaient un peu cette espèce de tournant néolibéral, il a eu le temps de se déployer et d'infuser dans l'ensemble des États développés. Et en France, ça fait un petit moment qu'on a un certain nombre de réformes qui travaillent à remettre en cause les statuts des agents, à privatiser des entreprises, etc. Moi, il me semble en plus que même si Emmanuel Macron il est dans une posture qui est moins de déférence à l'égard de la démocratie sociale comme pouvait l'être son prédécesseur, et ça d'ailleurs ça froisse quelques interlocuteurs syndicaux habituels, on est dans la logique des réformes qui ne sont pas moins néolibérales en France, elle est davantage, je dirais, d'ordre incrémental, c'est-à-dire qu'on a progressivement des changements et l'objectif en France et plus largement en Europe, il est plutôt d'enrôler les syndicats, d'enrôler les organisations syndicales dans ces réformes. Donc moi je dirais 84, oui, parce qu'il y a un enjeu qui est équivalent en termes de rapport de force, en termes de nécessité de construire un rapport de force sur la durée. Je pense qu'effectivement, vu la résolution qui a été manifestée par le gouvernement, il faudra une épreuve de force sérieuse si les syndicats espèrent triompher. Mais je replacerai plutôt ça dans une tendance plus longue à la réforme des relations de travail qui s'étale sur plus de 20 ans maintenant. Mais cependant, juste pour rebondir là-dessus, c'est une question qu'on n'a pas posée dans le précédent plateau, mais qui s'impose. On peut avoir le sentiment que Macron, au contraire de vouloir enrôler les syndicats, cherche le rapport de force, cherche l'affrontement pour, entre guillemets, pousser à la faute, pousser au blocage, et en comptant peut-être sur le soutien de l'opinion. Est-ce qu'il y a quand même aussi éventuellement cette tentation-là d'aller au clash pour je pense que Nicolas Sarkozy mettait en scène sa recherche du clash. François Hollande, avec cette espèce d'intransigeance dans la période ultime de son mandat autour de la loi travail, assumait aussi le rapport de force. Je pense qu'il y a effectivement des évolutions, parce que par exemple, quand on regarde justement plus sur le détail de la façon dont le président de la République, son gouvernement s'adresse aux syndicats, on ne parle plus de démocratie sociale, on parle uniquement de dialogue social et économique. Donc on a retrouvé un ton un petit peu plus managérial. Il y a eu tout un pataquès autour du fait que est-ce que le président de la République allait présenter ses vœux aux partenaires sociaux. Il y a surtout les ordonnances réformant le droit du travail qui rendent possible, ou en tout cas qui étendent considérablement la possibilité de négociation, je ne sais pas si on peut encore appeler ça de la négociation, sans organisation syndicale dans les entreprises de moins de 50. Donc indéniablement, la place des organisations syndicales est moins centrale dans le fameux modèle social qu'il s'agit de réformer. Mais pour autant, les institutions du pays sont telles, et l'empreinte du mouvement syndical aussi dans les institutions de la sécurité sociale, dans le statut de la fonction publique, dans le statut des cheminots, dans les grandes entreprises publiques, etc., font que c'est très difficile de se remettre de s'imaginer simplement une espèce de bras de fer qui serait le bras de fer décisif. Je pense que ça peut permettre aussi d'être un petit peu moins démoralisé aussi si les choses ne se passent pas comme on l'espérait. Alors vous venez de l'aborder en partie, mais c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, je crois, sur la manière dont la façon dont les règles du jeu ont été changées en termes de représentation syndicale, mais aussi en termes d'instauration du dialogue social avec une concentration au niveau de l'entreprise, conduit alors non seulement éventuellement à un face-à-face, mais aussi à une radicalisation, une marginalisation des organisations syndicales les plus contestataires. Et on pense aussi forcément, fatalement, à la crise que traverse actuellement, selon les observateurs, la CGT, qui se mettrait hors champ, de fait, par les nouvelles règles du jeu. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça pour avoir un peu une idée précise du paysage syndical actuellement? C'est-à-dire qu'on a effectivement un paysage syndical qui est confronté à une transformation assez profonde des institutions de ce qu'on appelle les relations professionnelles, en fait, donc les modalités de représentation des salariés dans les entreprises et de négociation avec les employeurs, etc., qui est de plus en plus subordonné à la logique d'entreprise. Ça s'est traduit évidemment par la logique d'inversion de la hiérarchie des normes, ça s'est traduit aussi par la réforme de la représentativité syndicale qui fonde désormais la reconnaissance des syndicats sur le vote des salariés. Donc en soi, on peut considérer que c'est plutôt un progrès, sauf que le vote des salariés s'organise dans le cadre particulier des entreprises. Donc ce n'est pas n'importe quel salarié qui peut voter.
Et puis, il y a tout un tas d'autres dispositifs, comme par exemple la valorisation des parcours syndicaux, qui contribuent aussi aujourd'hui à ce que soient mis en place des accords, par exemple, de droit syndical ou dans les entreprises, où les représentants syndicaux peuvent valoriser leur parcours de représentants du personnel et éventuellement, y compris dans certaines entreprises, il arrive que ce soit l'employeur lui-même qui évalue les compétences acquises par les représentants syndicaux au cours de leur parcours. Ça reste exceptionnel, mais ça nous donne une idée. Et effectivement, les organisations syndicales qui portent un discours, une analyse de la situation, qui n'entend pas se rendre à la raison des employeurs ou des managers pour lesquels le mot d'ordre central est celui de la compétitivité, sont un peu prises en tenaille dans ce système, parce que toute la logique de représentation des salariés amène les représentants syndicaux finalement à intérioriser la logique de l'entreprise, les incertitudes du marché, à l'encontre de ce qu'était la tradition de négociation collective, où la négociation collective devait permettre au contraire de réduire les incertitudes du marché. Peut-être, Terumi, en réaction sur... avec votre expérience de syndicaliste, si vous vivez, vous, la même chose Oui, alors de toute façon, les effets, ils sont en cours, hein, mais en tout cas, y compris ce qui a été calculé notamment par la CGT Force Ouvrière, c'est qu'il y avait un risque à peu près de disparition de 200 000 délégués du personnel, hein, avec l'application aussi des lois travail. Pas que ça, des disparitions aussi, une instance comme le CHSCT par exemple, hein, qui va être fondue dans une instance unique avec beaucoup moins de moyens, quoi, et beaucoup moins, qui est un outil, hein, vraiment un outil, voilà, hein, qu'on peut utiliser dans les entreprises, enfin qu'on pouvait utiliser beaucoup dans les entreprises, hein, pour établir un certain nombre de choses, hein, par exemple, pas renvoyer à la faute personnelle du salarié lorsqu'il y avait un accident de travail ou quelque chose comme ça, mais faire ce qu'on appelle l'arbre des causes, tirer, tisser pour aller voir jusqu'où on allait, quoi. Ça, c'est des choses qui vont avoir des implications quand même très concrètes, et effectivement. C'est pas que le syndicalisme aujourd'hui, là, avec la nouvelle configuration, il est même mis sur la touche ou mis de côté. Il est carrément attaqué, en fait. Enfin, aujourd'hui, la capacité collective d'action, là, il est attaqué. C'est-à-dire qu'il y a une tendance lourde à l'institutionnalisation du syndicalisme depuis quand même belle lurette, avec des pouvoirs successifs qui cherchent à trouver des organisations conciliantes qui mènent la politique du stylo. Il y en a qui ruent plus dans les brancards. La politique du stylo. Ouais, la politique du stylo, celle pour signer les accords le plus possible. Voilà. Moi, je crois qu'il faut savoir rester dans son couloir, quoi, et qu'en l'occurrence, à mon avis, peut-être qu'on ne le faisait pas assez. Peut-être que la question, et un des problèmes qui a été, je pense, celui de la CGT, c'est d'avoir tergiversé sur qu'est-ce qu'il fallait faire. Hein, notamment, on parlait de 95 tout à l'heure. Louis Vianney, c'est celui qui a lancé le syndicalisme rassemblé, où il s'agissait aussi d'aller discuter avec la CFDT, voilà, d'aller vers quelque chose plus de l'ordre du syndicalisme de négociation plutôt que du syndicalisme de confrontation. Moi, je pense qu'il faut en finir avec le dialogue social, clairement. Voilà, je le dis aussi simplement que ça. Hein. Non, mais vraiment, hein, je le dis comme je le pense. Je pense, mais pas parce qu'il ne faut pas discuter. On discute forcément dans un conflit. Il y a toujours un moment où, forcément, on cherche à obtenir quelque chose, on va finir par discuter. C'est pas la question, mais c'est la philosophie même aujourd'hui de ce qui est entendu par le dialogue social. La philosophie du dialogue social, c'est de ne pas mettre aujourd'hui les intérêts de la majorité au centre. Voilà, on parlait tout à l'heure de la SNCF, on n'a pas parlé d'utilité sociale, on n'a pas parlé d'aujourd'hui de ce que vaut un cheminot, à quoi ça sert un cheminot, à quoi ça sert une infirmière, à quoi ça sert aujourd'hui tous les agents du service public. Ça sert quand même beaucoup plus que tous ces actionnaires aujourd'hui qui touchent des dividendes incroyables, où, je suis désolé, moi quand je vois que M. Bernard Arnault, il touche 3 millions d'euros par heure, et je ne suis pas persuadé que son utilité sociale soit à ce point supérieure à celle d'un cheminot ou d'une infirmière ou d'une institutrice, quoi. Enfin, il faut remettre les choses à leur place. Alors, voilà. Sans vouloir nier l'intérêt de la discussion sur la rémunération de Bernard Arnault, juste, vous parlez de la CGT qui a oscillé et continue éventuellement d'en payer le prix. Il y a d'autres organisations, hein, FO notamment, Force Ouvrière, a, ces derniers temps, semblé vouloir accompagner un syndicalisme, non pas du stylo, mais en tout cas de la négociation, de la consultation, jouer le jeu, en gros, que lui proposait le gouvernement et que lui proposent les gouvernements ces derniers mois. Est-ce que on a aussi le sentiment, par contre, que cette discussion-là, elle est en train d'avoir lieu à Force Ouvrière parce qu'ils se sentent
évidemment un peu dans une position inconfortable entre une position CGT et la CFDT, donc ils sont un peu bien nulle part. Est-ce que ça, vous le sentez? Alors, vous n'êtes pas dans les négociations intersyndicales nationales, mais vous avez, j'imagine, des homologues chez Force ouvrière. Est-ce que ces questions-là de quel est le positionnement syndical qu'il faut avoir aujourd'hui se posent dans les instances, se posent dans les organisations? Moi, je pense qu'il se pose pour tous les militants, en fait, aujourd'hui. Après, en plus, à des échelles différentes et variées. Et, attention, hein, parce qu'on fait un peu de tectonique des plaques, là, en disant la CFDT, il n'y a aucune de ces organisations qui n'est un tout homogène, hein, attention. Hein. Moi, je milite très, très bien avec ma camarade de la CFDT. Voilà, c'est pas un souci. Je pense simplement que aujourd'hui, oui, la question du positionnement, elle est centrale. Elle est centrale sans doute aussi pour des raisons, et des mauvaises raisons, hein, qui sont des raisons d'appareil. Hein, et ça... Oui, là aussi, il faut savoir en sortir. Hein. Moi, voilà, hein, je pense vraiment qu'aujourd'hui, il faut revenir à ce que doit être et quel est le sens du syndicalisme. Hein. Si on veut aussi qu'il pèse plus aujourd'hui, il faut arriver à reposer des questions qui sont beaucoup plus essentielles, hein, qui sont de comment on organise les salariés, comment est-ce qu'on on fait en sorte que les luttes soient les plus fortes possibles. C'est toutes les questions que se posent, à mon avis, beaucoup de syndicalistes cheminots, et qui là, pour le coup, en ce moment-là, au moment où ils sont attaqués, sont vraiment les questions essentielles. Hein. Comment on va auto-organiser la lutte, parce que c'est comme ça qu'on sait qu'elle est forte, parce qu'on sait que quand les assemblées générales de grévistes rassemblent et décident, les grévistes, ils décident ensemble, et voilà, ils sont plus tenus que par n'importe quelle déclaration intersyndicale qui tomberait de n'importe quel sommet. Je pense qu'il faut vraiment arriver à se recentrer, alors à se recentrer, sans utiliser ce terme un peu connoté côté CFDT, mais en tout cas, alors à la rigueur, à faire un pas de côté par rapport à justement la logique du dialogue social, pour, même plus qu'un pas de côté, mettre les deux pieds aujourd'hui dans les luttes sociales. Hein, alors, c'est un sujet qu'on voulait aborder, vous avez eu cette expression, il faut retrouver le sens profond du syndicalisme. Je voulais interroger Karel Lyon là-dessus. Vous avez, dans vos différents articles scientifiques, à un moment, j'ai trouvé une citation d'un grand sociologue qui s'appelait Klaus Hofe, sociologue allemand, et qui m'a interpellé puisqu'il dit « Le problème crucial pour le mouvement ouvrier est de déterminer comment devenir plus qu'un mouvement ouvrier ». En gros, que le syndicalisme ne soit pas juste un groupe d'intérêt économique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Et beaucoup de gens voient ça comme ça. En gros, c'est l'accusation classique de corporatisme qui est souvent attribuée aux syndicats. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit commentaire de citation, en quelque sorte, pour nous expliquer ce que ça veut dire et ce qui peut paraître étonnant? Je ne sais pas si je vais réussir à faire ça en 3 minutes, mais je pense qu'un des enjeux que pose Hofe et ce qui m'a, moi, beaucoup servi en le lisant, c'est la distinction qu'il pose entre les deux niveaux. Alors, lui parle des 2 niveaux de la lutte des classes, puisqu'il écrit à une époque où il est encore très fortement marxiste, même si ça a un petit peu évolué par la suite. On pourrait tout simplement dire qu'il y a 2 niveaux de confrontation des intérêts. La confrontation donc, du syndicalisme avec l'employeur ou les pouvoirs publics dans le cadre des institutions, des relations professionnelles, et puis la confrontation sur la forme même de ces institutions, ce qu'il appelle les formes politiques. Et ce qu'il entend derrière cette citation, c'est l'idée que finalement, selon la façon, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, dont sont organisées les relations professionnelles, le syndicalisme peut justement être simplement un agent économique, un facteur qui, du coup, va intégrer sa rationalité dans celle de l'entreprise, comme tout le syndicalisme qui met en avant le fait que le dialogue social est un facteur de compétitivité. C'est un argument, un économiste très proche d'Emmanuel Macron, c'est un de ses credos, par exemple. Et puis, un syndicalisme, justement, qui peut être en capacité de s'extraire de ces institutions, ou qui peut porter des institutions qui font que, justement, le syndicalisme et la représentation des salariés, ce n'est pas simplement la représentation de la force de travail dans l'entreprise, des employés. En général, un syndicalisme interprofessionnel, justement, qui sort de l'entreprise, qui peut poser plus largement la question de ce qu'on pourrait appeler le travail vivant, justement, parce que les travailleurs, c'est jamais simplement que de la force de travail. Ce sont des individus qui ont des problématiques diverses, en tant qu'usagers, en tant que locataires, qui se posent des questions dans leur travail, non seulement sur leurs conditions de travail et leur niveau de salaire, mais aussi sur les dégâts environnementaux que peut avoir leur activité, ou au contraire sur le fait que, par exemple, la
ferroviaire, c'est plutôt une bonne chose sur le plan écologique. Et je pense que voilà, c'est un petit peu cet enjeu qui pose. Et le fait de poser cet enjeu pose du coup aussi la question du syndicalisme comme mouvement social et de son lien justement avec d'autres acteurs, d'autres organisations de mouvement social, au-delà de la sphère des relations professionnelles. Est-ce que Théo Roumier, chez Solidaire, vous en êtes là? C'est-à-dire à vous dire, c'est terminé, là, les appels à la grève d'une journée, une manifestation par mois, d'un coup sur les ordonnances, un coup sur la fonction publique, un coup sur les cheminots. On arrête avec ça et on se concentre à la fois sur l'organisation des salariés dans les entreprises, mais aussi et surtout à constituer des liens et des réseaux avec des organisations qui ne sont pas les organisations syndicales. En gros, est-ce que vous avez encore votre place dans le mouvement syndical? Parce qu'on a l'impression que Solidaire se radicalise un peu dans son approche politique, quoi. On est toujours restés radicaux. Non, mais là, de plus en plus, il y a une fatigue quand même. On a le sentiment, en tout cas, chez les responsables. Il y a des débats. Il y a des débats aujourd'hui, clairement. Hein, c'est les débats qu'on a depuis le début, là, sur la forme aujourd'hui du mouvement social, sur peut-être des habitudes presque ritualisées. Un bon mouvement social, c'est un gros secteur qui part en lutte, les autres qui suivent, et puis hop là, on va laisser peser, on va gagner. Bon, d'abord, la preuve reste à faire parce que ça fait quand même quelques temps que ça ne s'est pas fait, donc forcément ça interroge. Ça interroge sur, ce qu'on appelle les grèves carrées, les grèves de 24 heures, les manifs ballons, machin, etc. Oui, tout ça, ça interroge. Bien sûr que ça interroge. Forcément, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un déficit en termes de victoire. En même temps, heureusement, on ne s'est jamais posé la question d'abandonner le terrain syndical et l'organisation collective des salariés. On peut faire plus, on peut faire mieux. D'abord, toutes les organisations syndicales peuvent faire plus et mieux aujourd'hui, parce que quand il y a 10% de salariés syndiqués, de toute façon, on a une marge de progression qui est très nette, quoi, hein. Voilà, c'est clair. Alors après, 10% de salariés syndiqués, je rappellerai aussi que le syndicalisme, ça reste le principal opérateur d'action collective dans ce pays. Il faut aussi toujours se rappeler ça, hein, parce que s'il y a bien des organisations qui sont capables, sur la base qui est la leur, hein, qui est celle d'organiser, de représenter, de mettre en mouvement des travailleurs et des travailleuses, les syndicats ils se posent là, et y compris ils arrivent quand même à continuer à le faire de manière massive. Donc de toute façon, pour Solidaire, la question de construire un mouvement d'ensemble reste majeure. La question de la grève générale reste quelque chose de central. Par contre, il y a toute la question de comment est-ce qu'on y arrive, comment est-ce qu'on arrive à le rendre vivant, et comment est-ce qu'on arrive à le faire partager. Ça, oui, c'est sûr. Alors à partir de là, il y a plein de choses qui se posent. Il y a la question effectivement de... Alors je ne sais pas si... je ne connaissais pas le sociologue en question, mais c'est la question finalement du projet de transformation sociale que peuvent porter les organisations syndicales. Là, oui, je pense qu'on a vraiment des efforts à faire sur la question de... est-ce qu'on arrive à imaginer un autre futur, quelque chose d'émancipé des eaux glacées du calcul égoïste, comme disait Marx. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui se pose aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, la question des 32 heures, c'est pas un point vers l'avenir sur lequel il faut tendre? Peut-être qu'à force on rassemble beaucoup contre. Est-ce qu'on essaye de rassembler pour aujourd'hui? Ça, c'est des questions qu'il faut qu'on arrive à se poser, qu'on arrive à faire partager. C'est la question du rôle politique, en fait, propre du syndicalisme. Cette question, moi, je pense qu'il faut que le syndicalisme, il la prenne à bras-le-corps et qu'il l'incarne. Et se pose dans Solidaire. Notre dernier congrès, on a discuté, notamment des questions d'autogestion, des questions de projet de société, de qu'est-ce que ça voulait dire. Voilà. Là, il y a des interrogations à avoir sur, comment est-ce qu'on réfléchit, par exemple, des formes de coopératives, avec ce qui s'est passé autour des Fralib, etc. Peut-être que du côté aussi des entreprises récupérées en Grèce, voilà. Il y a sans doute des choses à creuser de ce côté-là, pour essayer de dessiner un projet syndical qui soit un petit peu stimulant, quoi, c'est-à-dire qui montre que oui, on n'est pas là que pour défendre le carreau cassé, même s'il faut le faire, Parce qu'en plus, là, sur ces choses-là très concrètes, on a des exemples en plus vraiment payants, vraiment gagnants. Si on parle de la grève d'Honnête, par exemple, si on parle de la grève de l'hôtel Holiday Inn, voilà, des travailleuses, beaucoup d'ailleurs, du nettoyage d'Honnête, et de la même chose à l'hôtel Holiday Inn. L'hôtel Holiday Inn, c'est quand même 111 jours de lutte, et à la fin, une victoire.
Et c'est la même chose du côté d'Honnête. C'est une victoire au bout, avec quand même des salariés qui ne sont pas les mieux lotis du monde, qui n'ont pas les meilleurs salaires. Alors certes, il y a de la solidarité financière, ça permet de tenir, la question de la solidarité, bien sûr. Et ça aussi, c'est des choses qu'il faut qu'on retrouve. La solidarité interprofessionnelle de terrain, la plus concrète, la plus proche aujourd'hui de chaque petit... Il n'y a pas de petits conflits, tous les conflits comptent. Et donc ça, il faut aussi qu'on continue à le faire vivre et à l'incarner. Alors, on va revenir en toute fin de discussion sur cet aspect-là, mais on avait quand même une question qu'on voulait aborder. C'était ce que les spécialistes connaissent comme étant la charte d'Amiens. C'est-à-dire, pour faire simple, la charte d'Amiens, c'est un principe fondateur du syndicalisme en 1906, si je ne fais pas d'erreur, voilà, qui posait quand même comme principe fondamental l'indépendance du syndicalisme par rapport aux politiques et par rapport aux partis et à l'État. Et dernièrement, on a eu pas mal d'appels du pied qui ont été faits de tous côtés. Alors, ça a été beaucoup commenté du côté de la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon, mais aussi d'une certaine façon Olivier Besancenot dans ses appels au rassemblement sur le projet SNCF, à finalement avoir des initiatives en commun politiques et syndicalistes. Est-ce que vous sentez qu'il y a aussi une évolution qui peut se passer sur ce terrain-là? Est-ce qu'elle est souhaitable? Ou est-ce que ce principe, il est intangible et il est nécessaire? Peut-être Carélion en premier. Déjà, la charte d'Amiens, ce n'est pas l'indépendance par rapport à la politique, parce que le contenu de la charte d'Amiens, c'est un projet éminemment politique. Oui, par rapport au parti et à l'État. C'est l'indépendance par rapport au parti et à l'État, par rapport à la sphère politique institutionnelle. Et en même temps, dans la charte d'Amiens, donc, il y a l'indépendance organisationnelle des syndicats, et puis il y a l'idée que le syndicalisme doit porter un projet de transformation sociale et donc avoir un imaginaire alternatif. Et je pense que c'est un petit peu ce que disait Théo. Je pense que c'est aujourd'hui un enjeu, c'est qu'on manque aujourd'hui dans le mouvement syndical, dès lors qu'on ne se résout pas à la société telle qu'elle est et à dire qu'il faut ajuster il faut s'ajuster à la société telle qu'elle est, on manque d'un imaginaire alternatif. Est-ce que le problème, c'est que la charte d'Amiens, vous l'avez dit, c'est 1906 et ça a pesé considérablement. Ça s'est traduit aussi par des pratiques d'organisation et de subordination des syndicats aux partis politiques. Ça s'est traduit, ça a structurer aussi justement le champ syndical en produisant des scissions autour de ces enjeux. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation qui est compliquée parce qu'à la fois, je pense que le syndicalisme aurait besoin de travailler justement à ces convergences stratégiques avec des acteurs politiques. Et on voit bien d'ailleurs dans d'autres pays que quand il commence à y avoir une remobilisation et à émerger des alternatives, que ce soit Podemos en Espagne, que ce soit Corbyn en Grande-Bretagne, il y a un rôle du mouvement syndical qui est important pour porter ces mobilisations. Mais voilà, il y a un passif qui est assez lourd en France et qui crée des difficultés. Mais pourquoi pourquoi il y a une frilosité telle? Alors évidemment, on se souvient des déclarations de Jean-Luc Mélenchon qui ont froissé, plus que froissé, le mouvement syndical, puisqu'il les a quand même sacrément critiqués au moment des ordonnances. Mais pourquoi il y a une telle frilosité à ne pas vouloir repenser un modèle? Ici, on a interrogé une avocate qui s'appelle Marie-Laure Dufresne-Castet et qui disait il n'y a de mouvement syndical victorieux que quand la gauche, elle pensait à l'extrême gauche, est derrière la barricade, entre guillemets. Et c'est aussi une réalité, même dans les conflits très, très locaux. Ça marche souvent quand il y a jonction des deux. Alors pourquoi ne pas l'assumer? Théo Roumier, peut-être, sur cette question. Oui, bien sûr. Non, mais alors, sur la question de la charte d'Amiens, d'abord, on est loin de la Bible où on ne dort pas à côté avec sur la table de nuit. C'est un texte, qui date de 1906, par ailleurs, qui n'a pas cessé d'être interrogé par le mouvement syndical. Carrel évoquait les rapports de subordination. Quand il y avait le couple CGT Parti communiste qui fonctionnait de manière quasi fusionnelle, on était très très loin de l'indépendance et de l'autonomie syndicale. Ce qui est vrai aussi, c'est que heureusement qu'il n'y a pas que l'indépendance syndicale dans la charte d'Amiens. Ça, à la rigueur, c'est peut-être ce qu'en retient la direction de Force ouvrière. Juste l'indépendance et surtout, on ne discute pas de politique et de tout ce qui concerne le politique, que ce soit l'antiracisme, les questions féministes, etc. Non, heureusement que la charte d'Amiens, c'est quelque chose qui dit beaucoup de choses sur, on va réorganiser
réorganiser la société. Notre but, c'est une but quotidienne. Notre tâche, c'est une tâche quotidienne et d'avenir. Hein, c'est la double besogne, ouais, effectivement. On la réécrirait aujourd'hui, on l'écrirait sans doute différemment. Hein. Je pense qu'on écrirait on mettrait beaucoup de choses. On mettrait beaucoup de choses sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. On mettrait beaucoup de choses aussi sur la question du racisme. On mettrait sans doute beaucoup d'autres choses qui sont venues percuter aussi le mouvement social et syndical depuis 1906. Voilà. Mais c'est quelque chose... Si on revient concrètement oui, sur les appels de Mélenchon et de Besancenot, clairement, on attend un peu une réponse là-dessus. Pour le 22, encore plus concret. Non, mais ok, d'accord. Mais le mouvement syndical, il n'ignore pas le mouvement politique, les organisations politiques. Il n'y a pas une ignorance, on ne fait pas comme s'ils n'existaient pas. Ce n'est pas la question. La question, par contre, c'est la question du terrain institutionnel. Et c'est la question aussi de l'hégémonie. Hein, le problème avec Mélenchon, ce n'était pas tant la question qu'ils disent il faut qu'on discute, syndicats et politique. Bon, bah ça, qui va dire non on ne va pas dire non, on ne veut pas discuter avec vous, c'est pas possible. La question, c'est simplement, oui, il y a eu les déclarations, il y a eu aussi, il avait fait un tweet au moment des élections présidentielles en disant le bulletin de vote que vous allez mettre, il va vous économiser des kilomètres de manifestations. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Parce que de la même manière, moi je suis désolé, hein, les grandes conquêtes sociales, que ce soit celle de 1936 et que ce soit celle de 1968, la question c'est le mouvement social en fait. Hein, parce qu'en 1968, je ne suis pas persuadé que c'était la gauche qui était au pouvoir. Il me semble tout de même que c'est heureusement pour le coup qu'il y a eu 10 millions de grévistes. Donc moi je crois vraiment que le point de gravité, il est de ce côté-là. Alors ensuite, qu'on discute, qu'on arrive à construire des choses ensemble, bien évidemment. Par exemple, sur la question de l'état d'urgence, moi, c'est une mobilisation que j'ai beaucoup suivie. La mobilisation contre l'état d'urgence, on avait créé un collectif localement. Il y a eu un collectif. Bah oui, il y avait des organisations politiques, des organisations syndicales. L'enjeu de liberté, il était énorme. Il fallait absolument se mobiliser conjointement. C'est pas la question. La question, c'est non, il ne peut pas y avoir d'hégémonie. Il ne peut pas y avoir une hégémonie politique aujourd'hui qui vient se greffer sur le mouvement syndical. Puis l'autre question, c'est vraiment le rapport aux institutions. Moi, je suis assez partant pour refonder le mouvement social et le mouvement syndical aujourd'hui. J'ai pas de problème, même sur des questions d'unification syndicale. Il n'y a vraiment pas de souci. On peut poser toutes les questions. Par contre, il y a une chose qui est claire, c'est que ce ne sera pas sur la question des institutions que ça se passera. Moi, j'entends les exemples qu'on a du côté de Podemos. Pour être méchant, je dirais, il y a eu l'exemple de Syriza avant, qui n'était pas le plus parlant du monde quand même, ou l'exemple du Venezuela, qui est pareil, qui n'est pas un exemple quand même absolument fabuleux. Par contre, je pense que c'est pas la question d'éviter le pouvoir. Hein. La question, c'est plutôt celui d'en construire un autre. Et comment on fait ? Et effectivement, je crois assez à l'autonomie non sociale et à l'auto-activation et à l'auto-organisation. Par contre, ça pose vraiment, vraiment plein de questions sur comment on fait. Comment on fait pour qu'effectivement les mouvements féministes, les mouvements antiracistes, le mouvement syndical aujourd'hui, ils prennent les mouvements écologistes, parce qu'on parlait de la SNCF tout à l'heure, c'est aussi des grandes questions. Voilà, là-dessus, il faut qu'on arrive effectivement à fonder quelque chose. Merci beaucoup, Théo Roumier, Karel Lyon, pour ces interventions. Alors, évidemment, ce sont des débats qui vont continuer, puisque il y a la journée de demain, l'intersyndicale, et puis ce grand mouvement du 22.